Lorsque La Petite Maison dans la Prairie débarque sur les écrans en 1974, le public découvre un monde rassurant, presque irréel. À Walnut Grove, les conflits se règlent avec des mots doux, les familles s'aiment malgré les épreuves et les valeurs fondatrices de l'Amérique rurale sont célébrées avec ferveur. Mais ce que les téléspectateurs ignoraient à l'époque, c'est que la vie derrière les caméras contrastait fortement avec la vision idéalisée présentée à l'écran. Entre tensions, amitié inattendue, jalousie et dépendance, les coulisses de La Petite Maison cachaient des vérités parfois bien éloignées des récits chaleureux des pionniers. Parmi les contrastes les plus frappants, figure la relation entre deux personnages iconiques, Laura Ingalls et Nellie Oleson. Sur le plateau, leur rivalité est l'un des moteurs dramatiques de la série. Laura, fille modèle à la tresse impeccable, ne cesse d'entrer en conflit avec Nellie, la peste blonde et gâtée par sa mère Harriet. Mais ce que peu de fans savaient à l'époque, c'est que les deux actrices, Melissa Gilbert, Laura, et Allison Arngrim, Nellie, étaient en réalité meilleures amies dans la vie. Une amitié solide et sincère, tissée entre deux adolescentes qui partageaient les mêmes angoisses, les mêmes horaires exténuants, les mêmes rêves. Leur complicité allait bien au-delà des simples échanges de coulisses. Melissa et Allison passaient beaucoup de temps ensemble hors tournage, se rendaient de visite, faisaient des soirées pyjama et se confiaient l'une à l'autre comme des sœurs. Pourtant, ironie du sort, leur amitié était si forte qu'elles prenaient un malin plaisir à se provoquer devant les caméras et parfois aussi en dehors, juste pour rire. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des baisers provoquants. Steve Tracy, l'acteur incarnant Percival, l'époux de Nellie dans la série, était homosexuel dans la vraie vie. Mais à l'écran, il jouait avec Allison une romance passionnée, allant jusqu'à multiplier les effusions en public, parfois dans l'unique but de taquiner la jeune Melissa Gilbert, alors encore très innocente en matière d'amour. Melissa, qui n'avait que 15 ans à l'époque de ses premières scènes romantiques, était extrêmement sensible à ce genre de plaisanterie. Si elle riait parfois jaune, elle n'en gardait pas moins des souvenirs mêlés de gêne et de tendresse. D'autant plus qu'elle confiera plus tard combien ces moments de complicité cachés entre ses partenaires la plongeaient dans une certaine solitude adolescente, celle d'une jeune fille projetée trop vite dans le monde adulte. Mais toutes les relations sur le plateau n'étaient pas teintées d'affection ou de camaraderie bon enfant. La rivalité entre Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, qui jouait Mary Ingalls, la sœur aînée, est aujourd'hui l'un des secrets de Polichinelle les plus amers de la série. Alors que leurs personnages se montraient solidaires, presque fusionnels dans les épisodes, dans les loges et les coulisses, l'atmosphère était glaciale. Les deux actrices ne se parlaient presque pas. Pire, leur animosité était si visible que les autres membres de l'équipe évitèrent de se mêler à leurs différends. Aucun affront public, mais une tension constante, pesante, silencieuse. Les causes exactes de cette hostilité demeurent floues. Melissa Gilbert a évoqué dans son autobiographie Prairie Tale la personnalité froide et distante de Melissa Sue Anderson qu'elle qualifie de capricieuse et imperméable aux élans amicaux. D'autres membres de l'équipe ont appuyé ces propos, décrivant Anderson comme fermée, distante, voire hautaine. Certains ont suggéré que cette attitude pouvait découler de la relation très protectrice qu'entretenait Anderson avec sa mère, présente en permanence sur les tournages. Une éducation stricte, un cadre rigide, peut-être un contexte qui n'a pas permis à la jeune actrice d'établir de véritables liens avec ses partenaires. Dans ce climat oscillant entre complicité intense et froid silencieux, les journées de tournage pouvaient parfois ressembler à un marathon émotionnel. Le rythme imposé aux jeunes acteurs était effréné. Tournage en extérieur, sous des températures extrêmes, horaires décalés, pression du succès, et au sommet de cette pyramide, Michael Landon, le créateur, producteur, scénariste, réalisateur et acteur principal de la série, exerçait une autorité incontestée sur l'ensemble du plateau. Pour certains, il était une figure paternelle, attentive et bienveillante. Pour d'autres, un homme complexe, perfectionniste et imprévisible. Mais dans ces conditions parfois rudes, c'est précisément cette instabilité humaine, ce mélange d'amour, de querelles et d'épuisement qui donna à La Petite Maison dans la Prairie son grain d'authenticité. Car au fond, ce n'était pas seulement une série sur des pionniers. C'était aussi, et surtout, l'histoire d'une famille de télévision confrontée à toutes les nuances de la vie réelle. Derrière les cabanes de bois, les champs de blé et les valeurs morales se cachaient des jeunes gens en quête de reconnaissance, des adultes blessés et une alchimie fragile qu'aucun décor ne pouvait totalement masquer. Derrière les larges épaules de Charles Ingalls, patriarche droit et protecteur de La Petite Maison dans la Prairie, se cachait un homme d'une intensité rare, Michael Landon. À l'écran, il représentait la figure paternelle idéale, tendre, résilient, sage, mais en coulisses, il était bien plus que l'acteur principal. Il en était aussi l'âme, le cœur battant, le maître à bord.
Producteur, scénariste, réalisateur de plus de 90 épisodes, Landon s'impliquait à chaque étape de la série. Un engagement total qui suscitait l'admiration, mais aussi la crainte. Car Landon était un homme passionné, parfois jusqu'à l'excès. Connu pour son perfectionnisme presque obsessionnel, il contrôlait chaque détail, l'angle d'une scène, la tonalité d'une réplique, la coupe de cheveux d'un comédien. Sa vision de l'Amérique pionnière était claire et sans concession. Il fallait émouvoir, édifier, réconforter, tout en gardant une justesse narrative impeccable. Cette rigueur donnait à la série sa qualité, mais instaurait aussi une tension palpable sur le plateau. Ce besoin de contrôle cachait une faille plus profonde, plus intime. Michael Landon, de son vrai nom, Eugene Maurice Horowitz, est né dans le Queens à New York en 1936. D'origine juive par son père et catholique par sa mère, il a grandi dans un climat familial instable marqué par les tentatives de suicide de sa mère. Ce traumatisme d'enfance le hanta toute sa vie. Lors d'un séjour à la plage, il avait dû sauver sa mère qui tentait de se noyer devant lui. Ce stress chronique l'avait mené à souffrir d'énurésie, un trouble qu'il racontera plus tard avec franchise. Son nom de scène, Michael Landon, était un masque derrière lequel il cachait son passé. Devenu une star grâce à Bonanza, il savait que l'image publique comptait plus que tout. Ainsi, sur le tournage de La Petite Maison, il construisait soigneusement son image d'homme providentiel. Mais cette façade, comme souvent à Hollywood, dissimulait des zones d'ombre. La plus grande d'entre elles, son rapport à l'alcool. Selon plusieurs témoignages, notamment ceux de Melissa Gilbert, Landon commençait ses journées avec un café irlandais, café mêlé de whisky, et poursuivait avec des verres tout au long du tournage. Ce comportement était fréquent, mais discret. Loin d'être ivre ou agressif, il gérait sa consommation avec un tel aplomb que beaucoup n'y voyaient que du feu. Pourtant, à mesure que les années passaient, son alcoolisme devint plus évident, plus lourd à porter pour l'entourage. Mais Landon était aussi un homme d'une générosité sincère. Il s'impliquait profondément dans la vie de ses jeunes acteurs. Melissa Gilbert le considérait comme un père de substitution. Après la mort tragique de son père adoptif, elle s'était raccrochée à Landon comme à une figure tutélaire. Il lui donnait des conseils, la réconfortait, jouait avec elle entre deux prises. Ils formaient un binôme complice, presque familial. Malheureusement, cette relation s'effondra lorsque Landon quitta sa femme pour une maquilleuse du plateau, Cindy Clerico. Pour Melissa, dont les parents avaient divorcé, ce fut une trahison. Elle coupa tout contact pendant des années. Ce n'est qu'à l'annonce du cancer du pancréas de Landon qu'elle reprit contact. Leur réconciliation fut émouvante, intense. Après sa mort en 1991, Melissa rendit un hommage bouleversant à cet homme qu'elle avait aimé, haï, puis pardonné. Elle ira même jusqu'à donner à l'un de ses fils le prénom Michael. Outre sa vie personnelle mouvementée, Landon avait aussi ses petites coquetteries. Sa chevelure brune bouclée, icône de la série, n'était pas naturelle. Il se faisait teindre régulièrement, refusant que ses cheveux gris apparaissent à l'écran. Pourtant, sous les projecteurs, sa teinture prenait parfois des reflets pourpres, contraignant les producteurs à recourir à des coloristes professionnels. Rien n'était laissé au hasard. Mais malgré ses travers, Landon laissait toujours une place à la plaisanterie. Il adorait faire des farces à ses collègues. Rachel Greenbush, qui jouait Carrie Ingalls, racontait avec malice comment elle et Melissa allaient capturer des grenouilles qu'elle glissait ensuite dans la bouche de Michael, lequel effrayait ensuite les membres de l'équipe en les faisant surgir soudainement. Ces moments de légèreté faisaient oublier, un instant, les tensions permanentes d'un tournage sous haute pression. Michael Landon était un paradoxe vivant, à la fois autoritaire et tendre, vulnérable et solide, attachant et dur à suivre. Il incarnait tout ce qui faisait la richesse et la complexité de La Petite Maison dans la prairie. Sans lui, la série n'aurait sans doute jamais vu le jour, ni connu un tel succès planétaire. Mais, avec lui, elle était aussi le théâtre de nombreuses contradictions humaines. Car derrière les champs de blé et les maisons en bois, il y avait un homme tourmenté qui, à sa manière, cherchait aussi une maison, une prairie et un peu de paix. Dans l'imaginaire collectif, Laura Ingalls reste cette jeune fille espiègle, au regard pur et au cœur ouvert. Mais derrière cette apparence de simplicité se cache une réalité bien plus complexe. Pour Melissa Gilbert, incarner Laura n'était pas qu'un rôle. C'était un engagement personnel, une immersion dans une adolescence exposée, scrutée et parfois mise à rude épreuve. Car grandir devant des caméras n'est jamais anodin, surtout lorsqu'il faut donner le change dans des scènes intimes que l'on ne comprend pas encore tout à fait. L'une des épreuves les plus marquantes de la jeune actrice fut sans aucun doute la fameuse scène de son premier baiser. À l'âge de 15 ans, Melissa devait embrasser pour la première fois l'acteur Dean Butler, alias Almanzo Wilder, de 8 ans son aîné. Ce moment, très attendu par les fans de la série, fut pour elle un supplice. Non seulement il s'agissait de son premier baiser à l'écran, mais aussi du premier de sa vie. La pression était énorme et la gêne immense.
Consciente de ce malaise, elle alla trouver Michael Landon à qui elle faisait une totale confiance. Landon, sensible à la détresse de la jeune comédienne, prit la situation au sérieux. Producteur et réalisateur d'épisodes, il en discuta avec l'équipe et parvint à faire modifier la scène. Le baiser, initialement prévu sur les lèvres, devint un simple baiser sur la joue. Ce geste, anodin pour certains, fut pour Melissa un immense soulagement. Il symbolisait aussi le soutien bienveillant que Landon lui avait souvent apporté, avant que leur relation ne se fracture plus tard pour des raisons personnelles. Mais cette délicatesse ne fut pas toujours de mise sur le plateau. Certains collègues, en particulier Allison Arngrim, Nellie Olson et Steve Tracy, Percival, prenaient un malin plaisir à taquiner Melissa sur sa timidité. Conscient de son innocence, ils s'amusaient à exagérer leur démonstration d'affection à l'écran et parfois en coulisses. Les deux comédiens, très proches dans la vie, multipliaient les baisers enflammés dans les coulisses, dans le seul but de mettre la jeune Melissa mal à l'aise, une farce récurrente vécue tantôt comme un jeu, tantôt comme une épreuve. Ce comportement aurait pu sembler cruel, mais il était aussi le reflet d'une ambiance très particulière sur le tournage. Entre les scènes chargées d'émotions, les longues journées de travail et la vie collective imposée par les contraintes de production, les jeunes comédiens se cherchaient, se testaient et exprimaient souvent leur inconfort à travers l'humour, parfois maladroit. Et il ne faut pas oublier que Steve Tracy était homosexuel, ce qui rendait toute éventuelle romance avec Allison Arngrim totalement fictive. Leur complicité, sincère, servait d'écran de fumée pour échapper aux normes imposées de l'époque. Mais au-delà de ces anecdotes, ce que révèle surtout cette période, c'est la fragilité d'une adolescente exposée trop tôt. Dans les années 1970, il n'existait pas encore les dispositifs d'accompagnement psychologique que les plateaux modernes tendent à instaurer. Melissa Gilbert devait naviguer seule entre les exigences de la fiction, les pulsions de l'adolescence et la brutalité du monde adulte. Elle était une star, mais aussi une enfant, tiraillée entre deux âges. D'autant que La Petite Maison dans la Prairie n'était pas une série anodine. Elle abordait, derrière ses airs de conte familial, des thématiques lourdes, alcoolisme, racisme, handicap, viol, drogue, autant de sujets sensibles que les scénaristes osaient aborder, parfois avec subtilité, parfois avec maladresse. Les jeunes acteurs, eux, devaient de composer avec ces sujets sans toujours en saisir la portée. Jouer un drame sans comprendre sa signification émotionnelle ajoutait à la confusion. C'était le cas pour Melissa, mais aussi pour d'autres enfants du casting. Et comme si cela ne suffisait pas, la pression médiatique n'épargnait pas la vie privée des acteurs. Des rumeurs circulaient, les journalistes spéculaient sur leurs relations, sur leur transformation physique, sur leur avenir. Melissa, en pleine adolescence, voyait son corps, ses émotions et ses relations personnelles exposées au regard du public. Chaque évolution devenait un sujet de curiosité. Dans ce contexte, les maladresses de ses partenaires étaient vécues avec une intensité décuplée. En parallèle, certains adultes sur le plateau n'hésitaient pas à se moquer de cette innocence si flagrante. La gentillesse de Melissa, sa tendance à rougir facilement, à éviter les gestes d'affection trop démonstratifs, en faisaient une cible facile. Pourtant, elle n'a jamais perdu sa dignité. Elle traversa ces épreuves avec une force intérieure remarquable, forgée sans doute par les douleurs vécues dans sa vie personnelle, notamment le suicide de son père adoptif alors qu'elle n'avait que 11 ans. C'est aussi à travers ces expériences que s'est construite la Laura Ingalls que tant d'Américains ont aimée. Une jeune fille en quête de vérité, de justice, de reconnaissance. Ce personnage n'était pas une fiction totale, il portait les larmes, les maladresses et les espoirs de Melissa Gilbert elle-même. Et c'est peut-être pour cela que La Petite Maison a autant touché. Parce que ces personnages, derrière leurs perruques et leurs costumes d'époque, étaient profondément humains, imparfaits et émouvants. La Petite Maison dans la Prairie a longtemps été perçue comme l'archétype de la famille idéale, soudée, chaleureuse, résistante face aux épreuves. Mais si la famille Ingalls faisait rêver des millions de téléspectateurs, celle qui évoluait en coulisses racontait une toute autre histoire. Les liens familiaux dans la vraie vie étaient souvent fragiles, parfois brisés, et les relations entre acteurs n'étaient pas toujours aussi harmonieuses que le laissaient supposer les images. Le cas le plus révélateur de cette dichotomie concerne Melissa Gilbert et Jonathan Gilbert. À l'écran, il incarnait Willie Olson, le frère agaçant de Nellie. En dehors du plateau, il était le frère adoptif de Melissa. Les deux enfants, issus d'une même famille adoptive, ont grandi ensemble dans la vraie vie. Leur lien semblait donc, à première vue, bien plus fort que celui d'un simple partenariat professionnel. Pourtant, avec les années, leur relation s'est désintégrée jusqu'au silence complet. Melissa a confié dans ses mémoires n'avoir plus aucun contact avec lui, un éloignement qu'elle n'explique pas complètement, mais qui laisse transparaître une profonde blessure. Après la série, Jonathan Gilbert a choisi de s'éloigner du monde du spectacle.
Il a quitté la Californie, repris ses études et s'est construit une vie discrète à New York, où il travaille désormais comme courtier en bourse. De son passé télévisuel, il ne parle presque jamais. À l'inverse, Melissa est restée sous les projecteurs, elle a continué à jouer, s'est investie dans des causes politiques, a dirigé le Screen Actors Guild entre 2001 et 2005 et a même tenté une carrière politique en 2016, se présentant au Congrès sous la bannière démocrate. Cette rupture entre frères et sœurs n'est qu'un exemple parmi d'autres des fractures humaines engendrées par le succès. Car si La Petite Maison a été une aventure exceptionnelle, elle a aussi laissé des traces. Vivre ensemble pendant presque 10 ans, dans un huis clos émotionnel, a créé des tensions inévitables. Certaines amitiés ont survécu, d'autres se sont éteintes et quelques haines ont subsisté. La plus célèbre sans doute reste celle entre Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls. Leur mésentente était notoire sur le plateau, au point de devenir une véritable légende dans les couloirs d'Hollywood. Alors que leurs personnages incarnaient l'amour fraternel, les actrices ne se parlaient presque pas. Gilbert, dans son autobiographie, décrit sa consoeur comme glaciale et inabordable. D'autres membres de l'équipe ont confirmé cette perception, évoquant une Melissa Sue très protégée par sa mère, peu encline à nouer des relations chaleureuses avec le reste du casting. Mais contrairement aux disputes d'enfants, ces tensions ne se sont jamais apaisées avec le temps. Même des années après la fin de la série, aucune tentative de réconciliation n'a été entreprise. Lors des réunions anniversaires ou des interviews, chacune évite soigneusement d'aborder l'autre. Il est troublant de constater à quel point une fiction célébrant la famille a pu produire, en coulisses, tant de ruptures irrémédiables. Et pourtant, tout le monde ne s'est pas éloigné. Melissa Gilbert et Alison Arngrim, malgré les taquineries de leur jeunesse, ont gardé un lien profond. Leur complicité d'adolescente a traversé les décennies. Elles partagent aujourd'hui encore des souvenirs, des anecdotes et se soutiennent mutuellement dans leurs projets. De même, les sœurs Greenbush, qui incarnaient à deux le rôle de Carrie Ingalls, ont toujours exprimé leur attachement à l'équipe, et en particulier à Michael Landon, qu'elles considéraient comme un oncle farceur. Car il y avait aussi de la tendresse sur ce plateau. Une tendresse maladroite, parfois maladroitement exprimée, mais réelle. Les acteurs, malgré leurs différences, formaient une communauté soudée par l'expérience unique qu'ils avaient vécue. Ils avaient grandi ensemble, vieilli ensemble, partagé des rires, des deuils, des premiers amours, des séparations. Ils étaient devenus une famille. Même si, comme dans toutes les familles, tout n'était pas toujours harmonieux. Mais le plus dur, pour certains, fut peut-être l'après. Lorsque la série s'est arrêtée brutalement après 8 saisons, puis un spin-off, chacun a dû se reconstruire dans un monde sans La Petite Maison. Certains ont réussi à rebondir, d'autres se sont perdus. L'absence de cadre, de public, de reconnaissance a plongé plusieurs anciens enfants stars dans la dépression, l'oubli ou les addictions. Peu en parlent ouvertement, mais les traces sont là. Melissa Gilbert, pour sa part, a traversé plusieurs épreuves personnelles. Outre la mort de son père adoptif, elle a connu plusieurs divorces, des problèmes de santé et un accident en 2012 qui a mis fin à sa carrière politique naissante. Pourtant, elle est restée debout. Dans ses écrits, elle évoque son passé sans détour, avec franchise et humour. Elle parle de ses erreurs, de ses regrets, mais aussi de ses fiertés. Car La Petite Maison a façonné sa vie, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et aujourd'hui encore, des fans du monde entier la remercient. Non seulement pour avoir incarné Laura Ingalls, mais aussi pour avoir osé raconter la vérité derrière le mythe. Une vérité parfois difficile, mais nécessaire. Car si La Petite Maison dans la prairie a tant marqué les cœurs, c'est parce qu'elle parlait d'humanité. Et l'humanité, par essence, est faite de beauté et d'imperfection. La dernière saison de La Petite Maison dans la prairie fut à la fois inattendue et bouleversante. Alors que les fans s'étaient habitués à suivre les aventures des Ingalls pendant près d'une décennie, la série s'acheva dans un souffle surprenant. Rebaptisée « Un nouveau départ », la 9e saison recentra l'intrigue sur d'autres personnages, reléguant Melissa Gilbert, désormais adulte et mariée dans la série, au rang de pilier secondaire. Michael Landon, jusqu'alors omniprésent, s'effaçait progressivement de l'écran tout en continuant d'exercer un contrôle en coulisses. Ce changement de cap marquait en réalité les prémices d'un adieu définitif. La fin officielle arriva avec un téléfilm au titre évocateur, Le Dernier Adieu. Et comme souvent dans les grandes séries, les incohérences temporelles y étaient de nombreuses. L'action était censée se dérouler en 1901. Mais les personnages n'avaient pas pris une ride depuis les saisons précédentes. Pire, certains enfants de la série, comme Carrie ou James, étaient toujours représentés comme des bambins, alors que chronologiquement, ils auraient dû être jeunes adultes. Cette dissonance choqua de nombreux fans, mais elle fut acceptée comme une dernière pirouette d'un univers devenu, avec le temps, hors du temps. Mais ce qui marqua vraiment les esprits fut le scénario choisi pour conclure la série. Les habitants de Walnut Grove décidaient de
faire exploser leur ville. Oui, littéralement. Pour éviter que des étrangers ne prennent possession de leurs terres, les anciens pionniers, unis dans la douleur, dynamitèrent leur propre village. Une fin symbolique, déchirante, presque biblique. Le paradis bucolique de l'Amérique rurale s'écroulait sous les gravats, dans un ultime geste de résistance. Ce choix radical, approuvé par Landon lui-même, symbolisait la fin d'une époque, celle où les valeurs simples avaient encore une place dans le monde moderne. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Michael Landon, atteint d'un cancer du pancréas en 1991, disparut quelques mois après l'annonce de sa maladie. Il n'avait que 54 ans. Sa mort bouleversa toute une génération de téléspectateurs, mais aussi les anciens membres de la série, dont beaucoup avaient encore avec lui des liens forts ou des regrets amers. Melissa Gilbert, longtemps fâchée avec lui à cause de sa séparation conjugale, fit le choix du pardon. Elle assista à ses funérailles et déclara que, malgré tout, Landon resterait l'homme qui avait le plus compté dans sa jeunesse. Son héritage, d'ailleurs, fut aussi matériel qu'émotionnel. Selon People Magazine, Landon laissa entre 8 et 10 millions de dollars à chacun de ses 9 enfants. Son fils, Michael Landon Jr., poursuivit une carrière dans le cinéma, honorant la mémoire d'un père à la fois charismatique et tourmenté. Mais l'héritage de la petite maison dans la prairie allait bien au-delà des fortunes individuelles. Encore aujourd'hui, la série continue de toucher des générations entières. Rediffusée dans plus de 100 pays, traduite dans des dizaines de langues, elle reste un repère dans l'imaginaire collectif. Les épisodes sur la pauvreté, le handicap, le racisme ou l'alcoolisme résonnent toujours avec une force particulière. Car derrière ces décors de carton-pâte et ces anachronismes vestimentaires, comme les soutiens-gorge de Caroline Ingalls ou les permanentes des actrices, la petite maison portait une parole rare à la télévision de l'époque, celle du courage au quotidien. Des fans avertis ont même relevé des erreurs devenues cultes. Un mannequin lancé d'un train dans l'Odyssée pour remplacer un cascadeur, un colonel Sanders anachronique dans l'épisode de la franchise de poulet, ou encore une grossesse de Laura qui s'étire sur plus d'1 an. Ces bizarreries sont devenus des éléments de folklore, des signes d'un temps où la télévision n'était pas encore sous le microscope des réseaux sociaux. Et puis, il y a eu ce moment incroyable où un fan de la série, frustré par l'incohérence sur le sort du personnage d'Albert, présumé mort dans un téléfilm, mais vivant comme médecin dans un autre épisode, reçut une vidéo personnalisée de Melissa Gilbert en personne. L'actrice, avec humour et tendresse, proposa une solution magique. Albert était mort, certes, mais était revenu en médecin zombie à Walnut Grove. Une manière charmante de rappeler que parfois, les incohérences ne méritent pas d'être résolues, elles méritent d'être célébrées. Car au fond, La petite maison dans la prairie est plus qu'une série. C'est un souvenir collectif, une émotion transgénérationnelle, un refuge télévisuel dans un monde souvent trop rapide. Oui, tout n'était pas parfait. Oui, les coulisses cachèrent des larmes, des trahisons, des blessures. Mais justement, c'est parce que la réalité débordait de l'écran que la série est restée gravée dans les cœurs. La magie de La petite maison dans la prairie ne résidait pas dans sa perfection, mais dans sa sincérité. C'était un monde où la fiction épousait la réalité, où les comédiens devenaient des repères, où les failles humaines faisaient écho à celles des téléspectateurs. Derrière les champs dorés et les maisons en bois, il y avait des enfants qui grandissaient trop vite, des adultes qui luttaient contre leurs démons, et des instants de grâce inoubliables. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette plongée dans les coulisses d'un mythe. Si cet article vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner ou à consulter nos autres enquêtes sur les secrets des séries cultes. À bientôt pour une nouvelle exploration du cœur battant de la télévision.